Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire et bien nous allons faire le retour de la revue de presse, régulière cette fois-ci. C'est un peu compliqué avec le lancement des élections européennes, mais on va faire ça très régulièrement et on va beaucoup parler d'international et d'Union européenne. Alors si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça va être important sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, et puis de partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux. Si vous en avez les moyens, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour nous faire un petit don de 5 €, mais qui nous permet de faire de grandes choses. Dans ce numéro, nous allons traiter du sujet principal du moment et qui est sur toutes les lèvres, guerre ou pas guerre à la Russie, sursaut stratégique de la France, de quoi on parle. On va également parler d'hébergement des données sensibles françaises par des entreprises américaines, les données de santé des Français par Microsoft et les données nucléaires d'EDF par Amazon. On va également parler de la politique d'austérité voulue par le gouvernement, 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. On parlera également de la corruption dans l'Union européenne et en France. Et enfin, pour clore tout cela, nous allons parler d'un des sujets favoris, les Jeux Olympiques et la débandade qui s'annonce à la manière dont c'est organisé. Allez, on y va. De Paris à Prague et de retour à Paris, Emmanuel Macron, le président de la République française, prend de plus en plus des poses bellicistes face à la Russie. Alors d'aucuns trouveraient cela une bonne chose de venir en défense de l'Ukraine, mais la réalité c'est que Emmanuel Macron est brocardé dans le monde entier, car ses déclarations ont été prises sans aucune concertation avec ses alliés dans l'OTAN, sans même vérifier ce qu'en pense le patron, c'est-à-dire les États-Unis. La Maison-Blanche a immédiatement fait un communiqué expliquant que les soldats américains n'iraient jamais, évidemment, sur le terrain en Ukraine. Hier, le président de la République a rencontré les chefs de partis politiques pour discuter avec eux de la situation en Ukraine et de l'attitude à avoir. Et pour le moins, on a pu constater que la plupart en sont sortis relativement inquiets quant aux positions prises par Emmanuel Macron et son entêtement belliciste. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il avait déclaré, au moment de la visite de Volodymyr Zelensky et de la signature de l'accord de coopération sur la sécurité avec l'Ukraine, il avait déclaré qu'il ne laissait aucune option de côté et que, éventuellement, il serait même possible d'envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine, face à la Russie. Bon, visiblement, de la même manière que lorsqu'il avait présenté son idée à Netanyahou de faire une coalition internationale anti-Hamas, il avait oublié de prévenir aussi bien le Quai d'Orsay que ses propres équipes à l'Élysée ou que ses ministres. Le lendemain, tout le monde rétropédalait et son ministre de la Défense, M. Lecornu, essayait tant bien que mal de jongler face à la commission de la Défense au Sénat en expliquant que non, pas vraiment, ça serait de la logistique, ce serait des démineurs. Mais quelques jours après, Emmanuel Macron a confirmé et signé ses propos. Pour lui, c'est une indécision stratégique, une rupture qui pourrait gêner la Russie. Alors, on a là quelques problèmes et quelques inquiétudes à avoir, non pas, j'espère, quant à la santé mentale d'Emmanuel Macron, comme le suggèrent certains, mais quant au sérieux de celui qui préside aux destinées de la nation française. C'est une règle de base, et tout d'abord, de la dissuasion nucléaire, que l'on n'entre pas en contact militaire avec une autre puissance nucléaire. C'est la première chose que l'on apprend. Visiblement, Emmanuel Macron n'est pas au courant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle réaction parmi les alliés,
jusqu'au point où aux États-Unis, dans la presse, je vous invite à lire, pour ceux qui lisent l'anglais ou qui savent se servir d'un traducteur, c'est assez intéressant, dans la presse américaine et la presse géopolitique et militaire spécialisée américaine, Emmanuel Macron est considéré comme un idiot, mais quelqu'un de dangereux. Bon. Pour cette raison spécifique là, car il ne peut pas y avoir de guerre ni de participation à une guerre directe entre deux nations nucléaires, puisque la France a la capacité de détruire totalement la Russie, et la Russie a évidemment la capacité de détruire 3, 4, 10 fois la France, mais une fois, vous le conviendrez, suffira. Donc cela n'a absolument aucun sens. Par ailleurs, il semble qu'Emmanuel Macron ait raté le passage où les États-Unis se désengagent de l'Ukraine. Alors pas verbalement, et puis des armes sont envoyées, et puis ils disent faire des efforts, mais ça fait quand même longtemps que ça traîne au Congrès américain, ce financement, ou plutôt ce non-financement de 60 milliards. Il y a énormément de voix discordantes aux États-Unis quant à la continuation de l'aide, à la nature de l'aide. Et puis, il y a 2 jours, c'est même Madame Victoria Nuland, la numéro 2 des affaires étrangères, donc la numéro 2, la vice-ministre des Affaires étrangères d'Anthony Blinken, qui a démissionné. C'est-à-dire qu'on l'a démissionné à l'américaine. Il faut savoir que Mme Nuland est une des principales néoconservatrices aux États-Unis. Elle est là depuis au moins 30 ans. Son mari, c'est M. Kagan, théoricien néoconservateur. Elle est l'un des artisans principaux du côté américain de la participation des États-Unis au renversement de Yanukovych en 2014 en Ukraine suite à Euromaïdan. On se souvient de ce qu'elle avait dit, fuck EU, on a financé de 5 milliards la révolution et le coup d'État en Ukraine. Très 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 belliciste. Sa démission a surpris tout le monde et je pense qu'elle marque, c'est un nouvel marqueur du retrait graduel des États-Unis du bourbier ukrainien. Ils ont d'autres chats à fouetter ailleurs. Et donc, on pourrait penser que notre président adopte une posture martiale en remplacement de celle des États-Unis de Joe Biden. La posture belliciste d'Emmanuel Macron est elle-même en plus problématique pour toute solution négociée, car c'est bien là qu'il faudra en venir. La Russie ne perdra pas ce conflit, la Russie ne s'effondrera pas économiquement, donc à un moment donné, il faudra négocier. Je rappelle que c'est ce que nous proposions depuis des années, qu'il faudrait, suite à l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est la première fois que nous n'avons pas eu de conférence internationale sur les frontières et sur l'organisation des relations internationales. Or, à chaque fois qu'un empire s'est effondré, comme par exemple l'empire napoléonien, il y a eu le congrès de Vienne. Mais là, il n'y a pas eu de congrès, et donc il y a énormément de problèmes frontaliers, des populations qui ne sont plus dans leur pays de rattachement culturel. Tout ça n'a jamais été réglé, et nous proposions qu'il y ait une conférence sur la paix, la sécurité et les frontières en Europe, sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. D'ailleurs, un des rares à continuer à le proposer courageusement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il l'a fait encore cette semaine. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous coupe de cette possibilité-là. Or, c'est la France, parce que c'est une nation particulière qui a le feu nucléaire, qui pourrait peser dans une négociation avec la Russie. Mais là, l'accord qu'il a signé avec Volodymyr Zelensky, c'est un accord de récupération de l'ensemble du territoire ukrainien, Crimée comprise, et avec l'espoir que l'Ukraine rentrera très vite dans l'Union européenne et le plus rapidement possible dans l'OTAN. Or, c'est oublier l'une des raisons principales de la guerre du côté russe, qui est le refus que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et qu'elle reste neutre. Donc, on peut considérer que c'est une provocation de la part de la France. En tout cas, les Russes le considèrent comme ça et ont déclaré immédiatement qu'ils continueraient la guerre. Alors pourquoi pas s'opposer à la Russie, mais il en faudrait les moyens. Donc passons encore une fois sur le problème que nous avons l'arme nucléaire. Et c'est là que le bas blesse.
car on se souvient de qui a limogé le général de Villiers pour la simple raison qu'il avait déclaré que l'armée ne disposait pas des moyens de ses ambitions et qu'il faudrait considérablement renforcer les budgets et les effectifs de nos armées si nous souhaitions un jour être capables de mener une guerre de haute intensité. Le général de Villiers, chef d'état-major en 2017, et le petit Roquet, tout récemment élu à l'Élysée, a été horriblement vexé de cette première personne qui osait le contredire et a tout fait pour le limoger. Bon, c'est le général de Villiers qui avait raison. Tout le monde a découvert au début de cette année que nous avions à peine entre 3 jours et 1 semaine de réserve de munitions pour mener une guerre de haute intensité. Et la France n'est plus celle du début des années 90, où nous avions encore près de 1200 à 1300 chars lourds. Je prends que les chars lourds. On en a à peine 220, 226 en ce moment. Donc l'armée est complètement à l'os. Le courage est là, les compétences sont là, la volonté des chefs militaires est là, mais pour mener une guerre, il faut les moyens, et on ne les a pas. Alors la réalité, c'est que je ne pense pas que Macron soit un imbécile, et je ne crois pas que réellement il veuille engager un conflit avec la Russie. Ces pauses bellicistes lui sont nécessaires par rapport aux problèmes de politique intérieure française et vis-à-vis des élections européennes qui se profilent et qui se tiendront le 9 juin prochain. Macron sait très très bien que nous n'avons pas les capacités militaires de nous opposer pour le moment dans une guerre de haute intensité. Il sait très bien que la ligne rouge de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien c'est la ligne rouge des Russes, et que tant que ce sera là sur le tapis, ils continueront leur offensive et prendront Odessa, Kharkov, tout ce qui est à l'est du Dniepr. Il le sait très bien tout ça. Donc on peut se poser la question de pourquoi il le fait. Eh bien d'abord parce que notre pays est dans une situation économique grave, extrêmement mauvaise. Les entreprises ferment par centaines. L'inflation est légèrement contenue, mais elle a été là pendant très longtemps, et les prix tels qu'ils sont ne reviendront pas en arrière. Et l'inflation existe quand même toujours. La croissance annoncée sur laquelle était calculé le budget est totalement ne correspond pas à la réalité. Donc il faut couper dans les dépenses d'État. Ça a été annoncé, 10 milliards, puis encore 20 milliards. Toute une série de mesures sont prises pour affaiblir la Caisse nationale d'assurance maladie. Les coupes budgétaires vont frapper tous les aspects de la vie sociale et économique. La situation est objectivement mauvaise. Par ailleurs, Emmanuel Macron est loin d'être un imbécile, encore une fois, et je crois que c'est quelqu'un qui suit l'objectif qu'il s'est fixé depuis qu'il est président de la République. Et l'objectif qu'il s'est fixé, c'est la fin de la nation française. Il l'a annoncé immédiatement après avoir été élu. Son objectif, c'est de construire la souveraineté européenne. Pour qu'il y ait une souveraineté européenne, il ne faut plus qu'il y ait de souveraineté française. Ça sera le traité d'Aix-la-Chapelle. Ça sera la répétition de la souveraineté européenne à la Sorbonne. Ça sera la répétition de son projet de souveraineté européenne en Grèce. Ça sera l'ensemble des accords passés où, petit à petit, bout par bout, la souveraineté de la France est abandonnée. Alors, il doit, malgré tout, continuer à présider la France comme s'il était président d'une nation qu'il souhaiterait indépendante. Mais la réalité des choses, c'est qu'il fait tout pour que cette indépendance n'existe plus. Or, pour lui et les autres européistes d'Europe, l'Ukraine est une occasion en or. Elle constitue en une sorte d'objet sacrificiel, car l'Ukraine n'en sortira pas debout. Les territoires perdus ne seront pas récupérés. Peut-être en perdra-t-elle d'autres. Ses infrastructures seront largement détruites. L'argent qui leur a été surtout prêté et non pas donné, ils devront le rembourser pendant des décennies avec de très très grandes difficultés économiques. Une large partie des Ukrainiens qui sont partis à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Russie, ne reviendront pas.
Beaucoup de jeunes sont morts. Donc l'Ukraine est sacrifiée, mais elle permet quelque chose pour les européistes. Elle permet d'identifier un ennemi, la Russie, et de dire chacun tout seul, nous ne pouvons pas résister, mais collectivement, nous pouvons nous unir et être forts face à Poutine. Et c'est là qu'arrive le fédéralisme. La posture d'Emmanuel Macron sert à faire du conflit en Ukraine le sujet numéro 1 des élections européennes à venir. Je rappelle ce dont nous avons parlé ici, à savoir que l'Union européenne est en train de mettre en place le fédéralisme européen. Tout est dans les cartons et tout sera dévoilé après les élections européennes du 9 juin. Mais on le sait déjà, le Parlement européen, comme le Parlement français qui a voté une résolution le 28 et 29 novembre 2023, le Parlement européen a proposé l'extension des pouvoirs de la Commission européenne, y compris sur des questions de défense et de sécurité, afin qu'elle devienne un véritable organe exécutif d'un État fédéral. Et on comprend bien que dans un État fédéral, par exemple la dissuasion nucléaire ne peut dépendre que de l'État fédéral et pas d'un État particulier membre de la fédération. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Ce n'est pas juste la Californie ou le Tennessee ou le Wyoming qui disposent de la frappe nucléaire. C'est Washington et personne d'autre. Donc là, on a un transfert pas à pas, à bas bruit, par petites touches, comme toujours dans la construction de cette Union européenne, du fédéralisme européen. Et c'est encore une fois à cela que sert le conflit en Ukraine. Par ailleurs, quelle que soit la taille de l'Ukraine telle qu'elle restera, depuis le début, c'est une bénédiction pour l'oligarchie et la finance européenne. L'Ukraine dans l'Union européenne, ce sera un dumping social bien pire encore que celui que nous avons connu avec l'entrée des autres pays de l'Est. Le niveau de salaire y est très inférieur, même par rapport à la Bulgarie, la Roumanie ou à la Pologne. C'est un pays de population très nombreuse, très bien éduquée, très travailleuse, avec des gens intelligents, mais très mal payés, et qui en plus ont d'excellentes terres agricoles. Donc, tant industriellement, il y aura des délocalisations, il y aura énormément de travailleurs détachés, et nos agriculteurs qui n'en peuvent déjà plus, alors que l'Ukraine n'est pas encore dans l'Union européenne, souffriront définitivement et seront laminés. Vous l'avez vu avec les poulets, on l'a vu avec les céréales, y compris la Pologne qui soutient le plus l'Ukraine, résiste des cas de fer maintenant et refuse l'entrée des céréales sur son territoire. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il faut être lucide, c'est que l'oligarchie européenne profite de cette situation sur le dos des peuples pour maximiser son pouvoir et affaiblir la France en lui retirant sa souveraineté. Austérité. Sans le dire, c'est bien la politique que va mener le gouvernement. Et tout le monde va payer. Les hôpitaux publics, la Caisse nationale d'assurance maladie, la sécurité, les pompiers, l'école publique, malgré ce qu'en dit le gouvernement. Les déficits sont colossaux, la croissance n'est absolument pas au rendez-vous, les sanctions imposées à la Russie par l'Europe et les États-Unis font surtout des dégâts à l'économie européenne et en particulier à l'économie allemande et par voie de conséquence à l'économie française. Donc, il faut faire des coupes budgétaires. Le gouvernement les a annoncées, elles sont massives. 10 milliards annoncés par Bruno Le Maire. Cazenave, son numéro 2, a annoncé qu'il y aurait 20 milliards supplémentaires. Alors, pour ceux qui sont allés, comme nous, au Salon de l'agriculture, c'était pas compliqué d'entendre ce que disaient les agriculteurs. On nous donne un petit peu ici, on nous prend beaucoup par là. À quoi ça sert d'envoyer 3 milliards d'euros à l'Ukraine alors qu'on n'a rien qui est donné pour nos agriculteurs et alors que 2 agriculteurs en viennent à se suicider chaque jour. C'est ça, une situation mauvaise. Et bien évidemment, des coupes budgétaires dans des situations qui sont déjà douloureuses à ce point-là ne pourront avoir que des conséquences sociales catastrophiques. Et chaque jour est l'occasion d'apprendre de nouvelles coupes, un nouvel affaiblissement de
du cadre de la solidarité nationale hérité du Conseil national de la résistance. C'est Mediapart qui, hier, a dévoilé le fait que la Caisse nationale d'assurance maladie allait mettre en place une systématisation des répondeurs automatiques, qui ne fonctionnent pas toujours très bien, et surtout pas pour les gens qui ont des difficultés avec ce genre de machine, les personnes âgées, ou les personnes qui ont des maladies compliquées, qui demandent un suivi plus poussé, et surtout plus humain. Car cette automatisation ne sert qu'à une chose. D'abord, ça va déshumaniser les rapports qui sont déjà très largement déshumanisés dans notre société, mais l'objectif, c'est comme toujours, c'est d'affaiblir un service public pour qu'il soit dysfonctionnel et qu'il soit de plus en plus dysfonctionnel. Et quand il est dysfonctionnel, on peut venir et dire « Ah, mais regardez, ça ne marche pas. Il faudra le couper ou le privatiser. » C'est ce qui se fait en Europe depuis 3 décennies, c'est ce qui se fait de manière accélérée en France sous Emmanuel Macron. L'état de l'école, la suppression du cadre national du bac, les difficultés dans les écoles, les difficultés dans les hôpitaux, le fait de ne pas réellement recruter, de ne pas réellement donner les moyens aux soignants de faire leur mission de service public malgré toutes leurs grèves, malgré toutes leurs alertes, participent de cet effort, entre guillemets, effort si l'on peut dire, de s'aborder les services publics. Je vous invite à regarder, à lire cette enquête très utile de Mediapart, et vous verrez que la perversité va jusqu'au point où le logiciel est calibré de telle manière que si vous vous rappelez, on vous raccroche directement au nez. Mais ce qui est plus terrible, c'est la philosophie qui est derrière. La philosophie qui est derrière, c'est celle d'Emmanuel Macron. C'est celle de croire de pouvoir dire à quelqu'un qui a des difficultés « Oh, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail ». C'est de comparer ceux qui ne sont rien et ceux qui sont tout dans une gare. Car ce qui est derrière ce nouveau logiciel, c'est cette philosophie de penser que les gens appellent la Caisse nationale d'assurance maladie pour bavarder, pour perdre du temps, parce qu'ils ont un petit bobo au genou. Mais sérieusement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appeler ce genre d'institution. Bon, on ne le fait pas avec gaieté de cœur. On a quand même tendanciellement des choses tous plus intéressantes à faire. On le fait quand il y a un besoin. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le besoin est d'autant plus marqué que la personne est en difficulté, qu'elle n'a pas le soutien dans sa famille ou dans ses proches pour l'aider, et quand on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à faire sur Internet et sur le site, c'est pour ça que les gens appellent, et en particulier les personnes en grande difficulté. Ça ne sert qu'à une seule chose: éviter que les gens puissent être remboursés décemment, éviter que les gens puissent accéder aux soins qu'ils méritent dans un pays comme le nôtre. C'est insupportable, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. C'est détruire davantage la France et ses concitoyens. Vous avez sûrement dû entendre ces discussions ahurissantes au Parlement français sur les affections longue durée, les ALD. Des députés macronistes, des sénateurs macronistes ont avancé l'idée que ces affections longue durée qui sont prises en charge à 100%, car nous sommes héritiers du Conseil national de la résistance et de la solidarité nationale qui est un des piliers de notre République et de notre pays, ils veulent la saborder. Et ils ont proposé, peut-être que 100%, c'est quand même beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent aux autres, avec un gros clin d'œil à ceux qui ne souffrent pas. Les plus jeunes, on va dire « Ah, si vous prenez un peu moins dans la poche, pour tous ces vieux, ces gens malades, ces feignasses, parce que c'est ça encore l'état d'esprit qui est derrière eux, nous ferions des économies. » Et on peut t'assurer que si l'idée est posée sur la table, c'est que l'objectif est de l'exécuter. Donc on peut s'attendre, dans un avenir relativement proche, à ce que les ALD ne soient plus prises à 100%. Or, on le sait tous, il y a certaines maladies, et surtout les maladies longues, en vrai, coûtent cher. Et pour la plupart des Français, en tout cas tous ceux qui ne gagnent pas 4 à 5 000 euros par mois, les prendre en charge eux-mêmes d'une manière ou d'une autre est impossible. Ce qu'ils ont derrière la tête, c'est le système américain, c'est le système de santé américain.
un système de santé où sur 330 millions d'habitants, 100 millions aux États-Unis, donc un accès difficile, voire inexistant à la santé, et où beaucoup de gens ne se soignent pas, font de l'automédication, pris, tout un tas de choses, mais sauf ce qu'il faut, c'est-à-dire être pris en charge dignement par un service public de la santé. C'est bien ça qui est visé. Autre chose, ahurissante, hier, discussion au Sénat, d'aller prendre les livrets A, de réorienter plutôt les économies des Français sur les livrets A qui sont orientés plutôt vers l'économie sociale et d'abord le logement social. On en parlera une autre fois, mais la situation du logement en France est catastrophique. Ces économies du livret A servent à ça et maintenant on est en train de discuter pour les réorienter vers l'économie de guerre, c'est-à-dire l'envoi d'armement, d'armes, que sais-je, vers l'Ukraine. Encore un aspect de l'État social qui est attaqué par ce gouvernement. Voilà ce que sont ces politiques d'austérité. Pour rappel, notre président, c'est le Mozart de la finance. Il y a quand même beaucoup de fausses notes. Malgré les nombreuses annonces du candidat Emmanuel Macron en 2017, de la Startup Nation, de la tech française, finalement, nous n'avons jamais eu le début du commencement de la construction d'une souveraineté numérique française, en particulier dans le stockage numérique. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie de François Hollande, et depuis qu'il est président, s'est illustré par plutôt le contraire. C'est-à-dire ne pas faire grand-chose et laisser nos différentes données être stockées sur des serveurs étrangers, dans 100% des cas, américains. Ça a été le cas avec Microsoft pour les données scolaires. Ça a été le cas également avec les données de santé, déjà il y a 3 ans, et ce, alors même que la Commission européenne, qu'on peut assez peu soupçonner d'être anti-américaine, avait dit qu'il faudrait stocker ce genre de données dans l'Union européenne. Mais sachant que la Commission européenne allait sortir cette directive, 3 semaines avant, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait fait un premier transfert des données de santé des Français chez Microsoft, données de santé des Français qui sont revenues en arrière. Alors première chose, à chaque fois, ce genre d'opérations se font dans des moments de creux, pendant les vacances, soit d'hiver, soit d'été, sans appel d'offres, sans discussion publique et sans l'assentiment des Français. La CNIL elle-même a dû faire une exception à ces réglementations pour permettre le transfert de ces données de santé. Le problème, c'est que Microsoft, par exemple, est une entreprise américaine et qu'elle dépend des lois américaines. Là, on n'est même pas dans l'extraterritorialité des lois américaines, c'est que ce sont des lois américaines qui s'appliquent aux serveurs de Microsoft. Or, le Cloud Act américain, et encore plus le Patriotic Act, permettent au DOJ, au Department of Justice, donc au ministère de la Justice des États-Unis, d'aller chercher des données. Elles ne sont pas du tout protégées à 100%, quoi qu'en disent les patrons de Microsoft. Donc on a là un vrai problème, encore une fois, de souveraineté, d'indépendance et de liberté des citoyens, puisque leurs données vont quelque part et que nous n'avons pas le plein contrôle sur leur destinée. Alors, en parade à ce problème, ils disent que oui, mais une partie des data centers sont situés physiquement en Europe. Oui, la belle affaire. Le problème, c'est que l'extraterritorialité, justement, du droit américain fait que, que ces serveurs soient aux États-Unis
ou ailleurs, de toute façon, la loi s'appliquera. Donc vous pouvez avoir vos serveurs Microsoft installés en face de l'Élysée. Si le ministère de la Justice et le FBI américain veulent aller voir ce qu'il y a dedans, ils se serviront de leur loi pour le faire et nous n'empêcherons rien à cela. Je rappelle que nous avons notre président de la République qui a été officiellement, en tout cas ça a été rendu public, écouté par la NSA, c'est-à-dire les services de renseignement numérique américains. Bon, s'ils peuvent faire ça, soyons bien certains qu'ils ne se gêneront pas pour mettre leur nez dans nos données de santé. Et là, cela rejoint notre discussion précédente, c'est-à-dire les risques, ce qui est en cours, c'est-à-dire la privatisation de la sécurité sociale, ou en tout cas une privatisation d'une partie de cette sécurité sociale. Eh bien, là aussi, nous nous retrouverions dans une situation à l'américaine, où des instances, des entreprises privées ont accès à des données médicales des citoyens et peuvent décider de leur appliquer telle ou telle police d'assurance, tel ou tel prix pour leur santé et les exclure de telle ou telle couverture parce qu'ils auraient trop de risques de développer telle ou telle maladie longue. Je vous rappelle ce dont on a parlé juste avant, c'est que les maladies de longue durée, eh bien, ils veulent de moins en moins les rembourser. Donc on voit comme tout est connecté. Le manque de souveraineté, l'inféodation aux États-Unis, le transfert de données, le tout sous couvert, et le tout pour permettre une plus grande privatisation au profit de quelques-uns et contre les intérêts des citoyens. L'autre sujet lié à ces transferts de données eh bien, nous a été révélé par le Canard enchaîné. On a appris qu'une partie des données de nos centrales nucléaires seront stockées sur des serveurs Amazon. Bon, alors là, on ne sait plus quoi dire. Alors c'est justifié en disant que nos centrales étaient construites il y a longtemps, qu'à cette époque, il n'y avait pas des systèmes de stockage informatisés qui existent comme aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de papier, il faut scanner tout ça. Et nous n'avons pas la technologie pour scanner toutes ces données. Donc il faut le faire avec Amazon. Mais bien sûr, ce n'est pas l'entièreté des plans, ce ne sont que des petits bouts. Bon, ce n'est pas sérieux. C'est transférer tout un savoir-faire, des décennies de travail et d'impôts des citoyens français, d'un outil de souveraineté extrêmement important à notre époque, qu'est l'énergie nucléaire. Nous savons très bien que nous avons fait à une époque des progrès technologiques qui nous avaient mis au premier rang, loin devant les États-Unis dans ce domaine. Le transfert même d'une partie des éléments techniques de nos centrales nucléaires n'est pas anodin. Cela rejoint le problème précédent des transferts de données de santé à Microsoft. Nous ne sommes pas indépendants et visiblement, nous n'avons pas un gouvernement qui souhaite que nous le soyons. Et là encore, la raison est la même. Ce n'est pas leur problème. Leur problème n'est pas la souveraineté, n'est pas l'indépendance de la France. Tout ça est secondaire. Macron l'a montré avant d'être élu. Il a pu brader l'entreprise qui est peut-être la plus importante et la plus stratégique, c'est-à-dire Alstom, celle qui fait les turbines qui justement servent dans les centrales nucléaires, qui servent justement à la propulsion de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui nous assurent notre indépendance en dernier recours et permettent, comme on l'a dit, de vitrifier la Russie ou n'importe quel ennemi si c'était nécessaire. En tout cas, de ne jamais être attaqué. Il a vendu ça à General Electric. Ça montre bien le peu de cas qu'il fait de cette souveraineté. Et c'est normal, encore une fois, car son objectif est le transfert de toute cette souveraineté à une instance supranationale, l'Union européenne, à Bruxelles, elle-même totalement inféodée à Washington. Nous sommes dans un tournant géostratégique grave, au risque d'une guerre généralisée face à la Russie. Nous avons une inflation qui n'est pas régulée. On a appris que la croissance serait évidemment bien inférieure à celle qu'a annoncé Bruno Le Maire et sur lequel a été calculé le budget de l'État. On apprend qu'on va
avoir des coupes budgétaires de l'État de 20 milliards l'année prochaine alors qu'on en a déjà 10 maintenant. Les choses ne vont pas très bien, les agriculteurs sont dans la rue, les soignants sont toujours mécontents, mais certains députés ont cerné le véritable combat de notre temps. Il faut lutter contre la discrimination capillaire. C'est un peu une farce comme la défense des moustiques, mais il y en a visiblement pour qui c'est très très important. Alors si le problème c'est la discrimination raciale, eh bien qu'il propose de muscler sérieusement la lutte contre les discriminations raciales si c'est nécessaire. Mais les lois en France existent déjà. On ne peut pas discriminer les gens en fonction de leur genre, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur appartenance sociale, ni de leur physique. Donc c'est parfaitement ridicule, c'est s'occuper de choses parfaitement secondaires dans un moment de tensions géopolitiques extrêmes et de problèmes sociaux et économiques graves pour notre pays. Ce n'est pas sérieux. En 1453, alors que Constantinople était sur le point de tomber sous l'attaque de Mehmed III, eh bien la veille, il y en avait encore qui discutaient du sexe des anges. Aujourd'hui, alors que des somnambules atlantistes excités nous poussent doucement vers la guerre, eh bien, il y en a qui sont en train de discuter de permanentes et de problèmes capillaires. Oh là 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 là. Bon. Réellement, à la mairie de Paris, c'est un nid d'incompétence. Hidalgo irradie absolument tout le monde. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'un ingénieur de la mairie de Paris, en charge de la sécurité, de la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, quelque chose d'extrêmement important, s'est fait voler sa sacoche et son ordinateur et des clés USB qui contenaient des données cruciales sur la sécurisation des Jeux Olympiques. Qui se promène avec des clés USB contenant des données secrètes sur la sécurité des Jeux Olympiques dans les transports en commun? Il était une époque où, quand on avait des données sensibles, d'abord, on ne se baladait pas dans les transports en commun avec les données sensibles. Le minimum et le b.a.-ba en sécurité, c'est pas de se promener avec son ordinateur et encore moins avec des petites clés USB. Et puis, si vraiment il y a un grand besoin, eh bien dans ce cas-là, vous savez comment on faisait? C'est comme le film de James Bond. Hop, on s'accroche une menotte ainsi qu'avec l'autre bout à la mallette. Eh ben non, là, c'est pas le cas. C'est dans une sacoche. Ça se trouve, il était à vélo, puis il l'a posé comme ça quelque part. C'est ballot, ça a été volé, ça a été oublié. Il nous reste un espoir, c'est que le voleur ait juste volé pour l'argent, et pas que ce soit un spécialiste d'un pays étranger ou un terroriste. Et puis, c'est désespérant, mais franchement, cerise sur le gâteau, annoncer tout ça publiquement, contacter la police plutôt que d'aller contacter la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et puis surtout, ne pas en parler publiquement. Imaginez que ce ne soit pas les Russes ou les Chinois ou des djihadistes, mais ce soit juste un simple voleur. Et bien tout à coup, maintenant, il sait que les clés USB et l'ordinateur qu'il a volé vaut de l'or, et justement, il pourrait le fournir à ceux que je viens de nommer. Donc je le dirai à chaque fois, c'est pour ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici, qu'il est important d'aller voter à ces élections européennes. C'est peut-être les dernières élections où on aura notre mot à dire, car après, ils organiseront le transfert de toute souveraineté à l'Union européenne. Donc, votez pour qui vous voulez, mais je vous en conjure, essayez de voter pour des gens selon votre couleur politique, mais qui défendent vraiment l'intérêt des Français et pas les intérêts de Bruxelles ou des États-Unis. Allez, à la semaine prochaine. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter. On revient sur les ondes, en tout cas pour la revue de presse, de manière régulière maintenant. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis bien sûr à partager. Et pour ceux qui en ont la possibilité, si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez qu'on continue et qu'on le continue mieux, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et nous faire un petit don de 5 € qui nous aidera beaucoup. Je remercie ceux qui le feront et je vous dis à très bientôt. Allez, on lâche rien, on continue le combat.